C'était le flûteur? Oui, c'est un cours sur le flûteur. Introduce yourself, Dr. Bekouti, s'il vous plaît. Oui, bon, moi je suis Dr. Bekouti, je travaille en France et au Cameroun, attaché aux hôpitaux à Toulouse et à Auch et promoteur d'un centre de rythmologie et de cardiologie interventionnelle à Douala, au Cameroun. Donc, il m'a été demandé de vous présenter ce cours sur le flûteur atrial commun. Comme plan proposé, on parlera un peu d'épidémiologie, des mécanismes, du diagnostic électrocardiographique, du diagnostic endocavitaire, de la méthode de cartographie et d'ablation du flûteur atrial. Et on parlera également des méthodes de confirmation du bloc bidirectionnel et on illustrera ça par quelques cas pratiques. Il faut savoir que la première description du flûteur atrial remonte aux années 1912, surtout par Sir Lewis Thomas, qui avait remarqué cette tachycardie avec des battements assez caractéristiques des oreilles qui lui rappelaient un peu des ailes de papillon. Donc, c'est d'où la dénomination flûteur. Et Paul Puech, en 1955, a réalisé la première cartographie endocardique. Et en 1991, l'équipe de Rouen, Francisco Crozio, a réalisé la première ablation de l'isthme cavo-tricuspide. Le flûteur atrial, c'est surtout une définition électrocardiographique. Il s'agit d'une tachycardie atriale régulière monomorphe avec des fréquences cardiaques de l'ordre de 250 battements par minute, une absence de retour à la ligne isoélectrique dans au moins une des dérivations. Et selon le mécanisme de la séquence d'activation endocavitaire, le flûteur est en fait une macro-réentrée atriale droite qui passe obligatoirement par l'isthme cavo-tricuspide. En 2019, l'ESC a mis à jour sa classification sur les arythmies supraventriculaires. Les précédentes recommandations dataient d'il y avait 16 ans. Et en fonction du siège, on définit désormais les macro-réentrées de l'oreillette droite qui peuvent utiliser l'isthme cavo-tricuspide dans lequel on retrouve le flûteur qui, quand il est anti-horaire, il est dit typique, ou alors le flûteur typique reverse quand il est horaire. Et après, il y a d'autres macro-réentrées de l'isthme cavo-tricuspide et il y a des macro-réentrées de l'oreillette droite qui n'utilisent pas l'isthme cavo-tricuspide dans lesquelles on classe désormais les flûteurs droits, par exemple, post-atriotomie chirurgicale, ou des flûteurs gauches. L'exemple typique est le flûteur post-ablation de fibrillation atriale. Il faut savoir qu'en termes d'épidémiologie, le flûteur n'est habituellement pas distingué des études sur la fibrillation atriale. Mais ce qu'on sait de façon empirique, c'est qu'on a environ 10 fois plus de fibrillation atriale que de flûteurs. Et l'association entre le flûteur et la fibrillation atriale est de l'ordre de 30 à 50%. Il faut savoir que les flûteurs peuvent déclencher de la fibrillation atriale ou alors la fibrillation atriale peut s'organiser en flûteur, notamment sous l'effet de certains antiarythmiques. Le risque de thromboembolique propre, du coup, est mal connu. On le superpose au risque de la fibrillation atriale avec le classique score de Chadvask. Et on pense que le flûteur est environ un tiers moins emboligène que la fibrillation atriale. C'est quand même une tachycardie fréquente, 10 à 15% des tachycardies supraventriculaires. Et c'est la première cause de tachycardie supraventriculaire régulière adressée pour des ablations. Et 90% sont des macro-réentrées de l'oreillette droite qui utilisent l'isthme cavo-tricuspide dans le sens anti-horaire définissant le flûteur typique ou dans le sens horaire définissant ce qu'on appelle le flûteur typique inverse. Il faut savoir que cette association à la fibrillation atriale repose sur de nombreuses études et après avoir fait une analyse, la prévalence de la fibrillation atriale dans le flûteur de l'ordre de 25. Journal en 2016, issu de la grande cohorte Framingham avec plus de 10 330 patients, ont démontré que 60% des flûteurs surviennent en général au cours d'un problème aigu pulmonaire ou après une chirurgie cardiothoracique ou encore un infarctus du myocarde. Ces auteurs ont également montré que désormais le tabagisme, un PR long, un antécédent d'IDM ou d'insuffisance cardiaque augmente significativement le risque de faire du flûteur atrial. Il a également démontré que le flûteur atrial pouvait également majorer le risque de faire de la fibrillation atriale, et ceci à 10 ans, ajusté à l'âge du sexe.
mais également majorer le risque d'insuffisance cardiaque, d'IDM, d'AVC et même de mortalité toute cause. Comme définition, nous avons dit que ce flûteur, c'est une arythmie macro-réentrante dont le diagnostic est surtout électrocardiographique. Alors, l'aspect électrocardiographique typique, c'est cette tachycardie à QRS le plus souvent fin, qui peut être irrégulière en fonction de la conduction des oreillettes au ventricule, avec une fréquence atriale qui oscille entre 250 et 350 battements par minute. Il existe une concordance de polarité entre les dérivations inférieures et la dérivation V1, une absence de retour à la ligne isoélectrique et surtout l'aspect caractéristique des ondes de flûteur avec une morphologie classiquement décrite dite en toit d'usine ou en dent de scie. 80% des flûteurs sont anti-horaires et seulement 10% des flûteurs sont horaires. Et les flûteurs de l'oreillette gauche, les post-aphiotomies, ils représentent les 10 autres pourcents. Quelques rappels anatomiques. Le papier de référence sur l'anatomie de l'oreillette droite a été publié par un auteur qu'on appelle Arsivatam dans le Journal of Cardiovascular Electrophysiologic en 2009. Cet auteur, il a pu rapporter que sur une coupe de face du cœur, on pouvait vérifier ici l'anatomie de l'oreillette droite. Et l'oreillette droite est constituée essentiellement de deux zones. Vous avez une partie postérieure, et dans cette partie postérieure qui est lisse, vous avez l'abouchement de la veine cave supérieure, la veine cave inférieure, mais vous avez également l'abouchement de l'ostium du sinus coronaire et le foramen ovale. Il existe également une partie antérolatérale qui, elle a l'aspect d'un muscle pectiné. Et cette partie antérolatérale est reliée à la partie postérieure par un manchon musculaire qu'on appelle la crista terminalis, ici. Et cette crista terminalis, elle va se prolonger vers le bas dans sa partie inférieure, passer devant l'orifice de la veine cave inférieure et développer ce qu'on appelle la crête d'Eustache. Il faut également savoir que la valve d'Eustache est un reliquat du sinus venosus et qui va s'étendre de l'oreillette droite inférieure jusqu'à l'ostium du sinus coronaire et après se prolonger vers le foramen ovale pour se terminer par ce qu'on appelle le tendon de Todaro. Ces différentes structures anatomiques vont délimiter en fait une zone où il y aura un chevauchement entre des zones anatomiques et des zones fonctionnelles. Et c'est ce chevauchement entre les zones anatomiques et les zones fonctionnelles qui va être à l'origine des modifications des propriétés électrophysiologiques de l'oreillette droite, favorisant ainsi le mécanisme réentrant qui caractérise le flûteur atrial. Il faut savoir que l'isthme cavo-tricuspide, finalement, c'est cette zone anatomique qui est située, qui comporte en postérieur l'ostium de la veine cave inférieure, en antérieur l'anneau tricuspide avec la valve tricuspide, et c'est cette partie qui constitue l'isthme cavo-tricuspide. Il est divisé en trois zones, un isthme qui est dit latéral, un isthme qui est dit médian et un isthme qui est dit septal. Sa longueur est généralement de 19 mm, l'épaisseur de 3 mm. On lui reconnaît trois formes angiographiques, notamment les isthmes plats, les isthmes concaves et les isthmes en poche. Et ceci n'est pas fortuit parce que de cette anatomie de l'isthme cavo-tricuspide, il va y avoir des zones de blocs anatomiques qui sont constituées en fait par les orifices des veines caves inférieures, du sinus coronaire, l'anneau tricuspide et la crête d'Eustache. Il va y avoir des zones de blocs fonctionnels ou zones de ralentissement. Et la zone de ralentissement reconnue dans l'oreillette droite, c'est l'isthme cavo-tricuspide avec des vitesses qui sont de l'ordre de 80 à 100 millisecondes. Une fois qu'on a compris cette anatomie, les aspects électrocardiographiques du flûteur, aussi bien dans sa forme anti-horaire que horaire, s'expliquent. Ici, il s'agit d'un schéma publié par un auteur dans l'European Heart Journal en 2015, qui rapporte un peu ces aspects caractéristiques électrocardiographiques aux zones de blocs anatomiques et fonctionnels. Ici est marqué l'isthme cavo-tricuspide avec sa zone de ralentissement. Et on voit très bien que dans la composante ascendante de l'isthme, dans la composante ascendante, on a cette ondelette qui est matérialisée ici en B, qui est
négative parce qu'elle fuit les dérivations inférieures. Le D3 est là. Donc, cette composante, elle est négative car fuit les dérivations inférieures. Cette composante, elle est positive car s'approche des dérivations inférieures. Et celle-ci, elle est lente parce qu'elle suit la zone de conduction lente. Donc, ça donne vraiment cet aspect caractéristique de composante positive descendante pour l'onde de lettre C qui vient vers les dérivations inférieures, une zone de ralentissement avec une conduction lente et après une remontée une remontée qui fuit les dérivations inférieures, donc négative. Et à l'opposé, quand il s'agit d'un flûteur dit horaire, ben, la conduction se fait dans le sens inverse avec la même zone de ralentissement et ça donne cet aspect électrocardiographique. C'est important de comprendre finalement l'anatomie de l'oreillette droite parce que de là vont en fait dépendre le temps d'application et le temps de rayonnement. Et il est reconnu par Antoine Dacosta, publié dans Circulation en 2004, que plus les isthmes sont longs, plus vous aurez un temps de radiofréquence et un temps de rayonnement qui sera important. Donc, c'est déjà très important quand vous faites un mapping, même par cartographie conventionnelle, d'avoir une idée à peu près de la longueur de votre isthme. Ça vous laisse supposer des difficultés que vous aurez à réaliser votre ablation ou pas. Le diagnostic, une fois que le diagnostic électrocardiographique est posé, on va procéder au diagnostic intracardiaque. On va parler un peu des méthodes de cartographie et de l'ablation. Il existe plusieurs méthodes de cartographie qu'on peut utiliser, notamment la cartographie bidimensionnelle, la cartographie tridimensionnelle, la cartographie électrique. Dans le flûteur atrial, ce qui est utilisé en première intention et de façon les plus courantes, je crois que toutes les écoles se rejoignent sur la question, c'est la cartographie bidimensionnelle. Bien sûr, la cartographie bidimensionnelle, c'est la méthode la plus simple. Elle se fait par enregistrement des signaux par voie endocavitaire sur des cathéters introduits par voie veineuse et la voie de première intention, c'est la voie fémorale. Elle a l'inconvénient qu'elle est irradiante, qu'elle donne une localisation un peu moins précise et qu'elle donne des temps de procédure un peu plus longs. La cartographie tridimensionnelle est en général réservée pour des arythmies beaucoup plus complexes que le flûteur atrial, le isthme dépendant. Et il faut également savoir qu'elles ont un coût. La cartographie électrique non invasive avec le port d'électrodes multiples n'est pour l'instant pas la méthode de choix dans le flûteur atrial. Les étapes de l'électrophysiologie, après avoir mis en place les îlets fémoraux par veine fémorale, il va falloir positionner des sondes dans le cœur. Alors, de façon schématique et de façon pratique, les attitudes peuvent différer. En général, il est conseillé de mettre une sonde décapolaire dans le sinus coronaire et avec une sonde, un cathéter à l'eau multipolaire le long de l'anneau tricuspide qui va couvrir l'isthme cavo-tricuspide en vue oblique antérieure gauche. Ça donne une meilleure cartographie électrophysiologique qui inclut également l'oreillette droite septale. Mais en pratique courante, en général, ce qui est fait, c'est que les auteurs mettent en place un cathéter décapolaire qui couvre tout simplement l'oreillette latérale basse, l'ICT et le sinus coronaire proximal. Et en rythme sinusal, il faut savoir que l'induction reste possible en envoyant des extrastimuli par stimulation de l'oreillette latérale droite basse ou du sinus coronaire jusqu'à la période réfractaire de l'oreillette. L'induction est possible dans 95% des cas lorsque un flûteur clinique a été mis en évidence, mais reste généralement possible que dans 10% des cas chez des patients qui n'ont pas présenté de flûteur clinique. Mais en pratique courante, encore une fois, très peu d'auteurs commencent l'exploration d'un flûteur par induire un patient qui est en rythme sinusal. En général, une fois qu'on a fait la preuve du flûteur, on va à l'ablation, on n'a pas besoin de réinduire la rythme. La question reste différente lorsque le patient est en flûteur, parce que lorsque le patient est en flûteur, il faut procéder par des manœuvres diagnostiques. Et les manœuvres diagnostiques en flûteur, c'est le principe de l'entraînement. Alors, le principe de l'entraînement, il est simple. Peut-être qu'on en a déjà parlé dans les précédents cours, mais en fait, l'entraînement
repose en général sur un principe assez simple suivant lequel, lorsque vous avez une arythmie, si vous stimulez suffisamment proche du circuit de l'arythmie, vous pouvez capturer le circuit de l'arythmie et entraîner cette dernière. Et à l'arrêt de votre stimulation, l'arythmie reprend son circuit normal. En fait, le principe de l'entraînement. Alors, comment se fait un entraînement? Pour faire un entraînement, il suffit de déterminer le cycle de l'arythmie. Je vous montrerai des diapositives pratiques. Ici, il suffit de déterminer le cycle de l'arythmie, de se mettre à une fréquence 10 à 30 millisecondes plus rapide que l'arythmie, de stimuler, de s'assurer qu'on a capturé l'arythmie en stimulant, et après de vérifier effectivement qu'on entraîne l'arythmie en stimulant. Et une fois qu'on a vérifié que l'arythmie a été capturée et entraînée, on arrête la stimulation et on regarde le délai entre l'arrêt de la dernière oreillette stimulée et la reprise spontanée de l'arythmie. Plus ce délai est court, plus vous êtes dans le circuit de l'arythmie, plus ce délai est long, plus loin vous êtes dans le circuit de l'arythmie. Et un bon entraînement dans le flûte atrial, il se fait par l'oreillette latérale droite basse ou le sinus coronaire. Il faut que la fusion soit stable. Il faut que la morphologie de l'oreillette stimulée soit la même que celle en tachycardie. Et cela est le plus souvent observable sur le sujet de surface. Il faut éviter de stimuler proche du septum parce qu'on risque de capturer l'oreillette gauche en ce moment et donner des mauvais résultats. Et après, une fois que vous avez stimulé, plus le délai il est court, plus vous êtes dans le circuit, plus le délai est long, moins vous êtes dans le circuit. Alors, le principe de l'entraînement, il est celui-ci. Vous avez sur cette diapositive un cathéter multipolaire qui est situé sur la paroi latérale de l'oreillette et qui vient jusqu'à l'isthme parotidus. Vous avez là une sonde à peu près sur l'hélice et vous avez là une sonde dans le sinus coronaire. La première étape consiste à mesurer le cycle de l'arythmie. Ici, il est mesuré à peu près à 290 millisecondes. Donc, on va se mettre environ 20 millisecondes plus rapide que l'arythmie et on va stimuler de façon à entraîner l'arythmie. Et on vérifie qu'on entraîne l'arythmie par l'électrocardiogramme de surface. Vous voyez, il n'y a pas de modification de la morphologie des oreillettes dans les dérivations inférieures. Le fait de stimuler ne modifie pas la morphologie, c'est-à-dire qu'on capture le circuit sans le modifier. Et une fois qu'on arrête la stimulation, on vérifie la première oreillette spontanée, la différence entre la première oreillette spontanée et la dernière oreillette stimulée. Plus cette distance, plus ce délai il est court, plus vous êtes proche du circuit, plus ce délai est long, moins vous êtes proche du circuit. Ici, il était évalué à environ 20 millisecondes de différence. Ici, c'est toujours des exemples d'entraînement. Par exemple, là, vous avez un entraînement d'une arythmie qui n'est probablement pas isthme cavotricus-pide dépendant, parce que quand vous stimulez, vous capturez l'oreillette, vous l'entraînez. À l'arrêt de la stimulation, vous remarquerez déjà que la séquence de dépolarisation atriale en arythmie spontanée, elle n'est pas la même que la séquence de dépolarisation atriale quand vous stimulez. Donc, c'est déjà un argument, hormis l'entraînement, le post-pacing intervalle, c'est déjà un argument qui vous dit que vous n'êtes probablement pas dans le circuit de l'arythmie. Alors, de façon pratique, comment ça se passe? Ça, c'est une vue en oblique antérieure gauche. Vous avez la veine cave supérieure, la veine cave inférieure, vous avez l'anneau tricuspide, l'ostium du sinus coronaire et le nœud atrioventriculaire qui est situé quelque part. Il s'agit d'un patient qui est en flûteur, facilement reconnaissable par les aspects sur les dérivations inférieures avec l'aspect en toit d'usine ou en dent de scie et la concordance entre les dérivations V1 et les dérivations inférieures. Nous avons positionné une sonde sur la paroi latérale de l'oreillette avec une extrémité distale, médiane et puis une extrémité proximale. On va mesurer le circuit de l'arythmie, et ici à peu près à 268 millisecondes. On va se mettre à 240 millisecondes, à peu près 20 millisecondes. Nous allons stimuler. Et une fois que nous arrêtons la stimulation, nous allons mesurer le cycle de retour. Le cycle de retour ici, c'est-à-dire la différence entre la dernière oreillette stimulée et la première oreillette spontanée nous donne 270 millisecondes. Et quand on fait la différence entre le cycle de l'arythmie et la dernière oreillette entraînée,
elle est quasiment nulle. Donc, vous êtes dans le circuit de l'arythmie. C'est bel et bien un flûteur isthme dépendant. Le principe du post-pacing intervalle, c'est qu'en fait, plus vous vous approchez du circuit de l'arythmie lorsque vous allez stimuler, plus court sera la distance entre l'arrêt de la stimulation et la reprise de l'arythmie. Plus cette distance est proche de zéro, plus vous êtes dans le circuit. Donc, c'est vraiment la première étape diagnostique importante à faire devant un flûteur. Il faut vérifier le post-pacing intervalle. Il doit être le plus court possible, le plus proche de zéro possible, qui vous dit que vous êtes dans le circuit. Si vous avez un post-pacing intervalle qui est long, n'hésitez pas à aller stimuler de l'autre côté, à gauche par l'intermédiaire de la sonde dans le sinus coronaire et vérifier si le post-pacing intervalle n'est pas meilleur de ce côté. En ce cas, vous êtes en présence d'un flûteur gauche. Une fois que le post-pacing intervalle a été réalisé et que vous êtes sûr que vous êtes dans votre circuit, il va falloir réaliser l'ablation. Alors, l'ablation, je ne sais pas si le principe de la radiofréquence a été énoncé dans les cours précédents, mais en fait, pour produire un courant de radiofréquence, il suffit d'appliquer une électrode face à un tissu, d'envoyer un faisceau d'électrons et la résistance à l'arrivée du faisceau d'électrons contre le tissu va produire un échauffement et cet échauffement va entraîner une lésion. Et il existe une corrélation entre l'intensité du courant que vous appliquez, la durée d'application que vous faites et le degré de lésion que vous produisez. Donc, une fois que vous avez mis en place votre cathéter d'ablation le long de l'isthme carotéricuspide, il va falloir réaliser des ablations en délivrant des courants d'une certaine intensité pendant une certaine durée. Et les écoles sont très variables. Ce qui est recommandé dans la littérature, c'est des énergies entre 50 et 70 watts avec des temps d'application de l'ordre de 30 secondes à 1 minute. Le temps de radiofréquence moyen pour l'ablation du flûteur atrial, il est de l'ordre de 13 minutes, plus ou moins 9. Et la durée de rayonnement, elle est de l'ordre de 20 minutes, plus ou moins 14, en fonction que vous avez un isthme simple ou un isthme complexe. Quels sont les critères de succès lorsque vous faites l'ablation d'un flûteur? Alors, les critères de succès, si le patient est en flûteur, bien sûr, le premier critère de succès, c'est d'arrêter l'arythmie. Si vous arrêtez l'arythmie, il faut encore valider le bloc bidirectionnel et on reviendra sur ce que c'est que le bloc bidirectionnel. D'autres méthodes de validation d'une ablation peuvent être évaluées, telles que la présence de double potentiel, un pacing différentiel, un mapping le long de l'isthme carotéricuspide, un mapping de la séquence d'activation, les mesures des intervalles, mais c'est vraiment l'arrêt du flûteur et la validation du bloc bidirectionnel qui sont des critères dus de succès dans la littérature. Alors, l'arrêt de la tachycardie, si vous voyez un patient qui est en flûteur pendant une ablation, on réussit à arrêter la tachycardie en restaurant un rythme sinusal. L'arrêt de la tachycardie, c'est bien sûr pour les patients qui sont en arythmie le premier critère, mais attention, seul il ne suffit pas. Lorsque vous vous contentez de l'arrêt de la tachycardie, vous avez 30% de risque de récidive sur un flûteur atrial isthme dépendant. Une fois que vous avez arrêté la tachycardie, il faut valider les doubles potentiels le long de l'isthme carotéricuspide. Alors, c'est quoi les doubles potentiels de long de l'isthme carotéricuspide? Lorsque vous avez une sonde qui est sur la paroi latérale de l'oreillette et que vous avez un cathéter qui est situé sur l'isthme carotéricuspide dans le versant septal, vous êtes a priori de l'autre côté de la ligne de bloc que vous venez de réaliser ici. Donc, le principe, il est simple. Lorsque vous stimulez de l'extrémité distale du cathéter de l'oreillette droite, vous allez entraîner une première dépolarisation qui va se propager le long de votre paroi atriale jusqu'à l'isthme carotéricuspide et donner un premier potentiel qui est dit P1. Si cet isthme est bloqué, ben ce premier potentiel ne peut pas poursuivre son chemin. Il va avoir une dépolarisation de façon contralatérale qui va se faire jusqu'à venir donner un potentiel qui est dit P2. Et plus l'intervalle entre le P1 et le P2 est long, plus vous êtes sûr que le premier trajet s'est fait comme ça et le deuxième s'est fait dans l'autre sens. Donc ça, c'est la validation des doubles potentiels. Les écoles diffèrent. Idéalement, il faut qu'ils soient entre 120, 130, voire 150 millisecondes de différence entre les deux potentiels.
Et ça, ces deux potentiels, vous devez les avoir en mappant l'isthme tricuspide le long de la ligne que vous avez réalisée pour vous assurer que ces doubles potentiels sont bien présents. Après, vous avez la stimulation différentielle qui est après l'arrêt de la tachycardie, probablement le critère le plus dur pour dire qu'un isthme cavo-tricuspide est bloqué. En fait, qu'est-ce qui se passe? Pareil, vous avez votre ligne de bloc que vous avez réalisée là. L'extrémité du cathéter est située de l'autre côté de la ligne de bloc, le cathéter d'ablation, qui arrive par la veine cave inférieure. Vous avez votre sonde bien accolée à la paroi latérale de l'oreillette. Vous allez faire ce qu'on appelle une stimulation différentielle. Dans un premier temps, vous allez stimuler de l'oreillette droite distale. Vous aurez un premier potentiel P1 envers qui va bloquer sur l'isthme cavo-tricuspide et un deuxième potentiel P2 envers. Et vous allez voir que vous êtes cette distance-ci, elle sera matérialisée sur l'électrogramme endocavitaire par cette distance-ci. Et celle-ci sera matérialisée par cette distance-ci. Donc, quand vous stimulez de l'extrémité distale du cathéter, vous aurez un premier potentiel qui sera beaucoup plus proche du train de stimulation et un deuxième potentiel qui sera beaucoup plus éloigné du train de stimulation. Le cathéter restant au même endroit, sur la paroi latérale de l'oreillette, vous stimulez en proximal du cathéter. Si vous stimulez en proximal du cathéter, qu'est-ce qui va se passer? Cette distance-ci, elle va augmenter. Donc, vous allez avoir un premier potentiel qui va s'éloigner du train de stimulation. Mais par contre, cette distance-ci va se raccourcir. Vous allez avoir un deuxième potentiel qui va se rapprocher. Donc, c'est ce qu'on appelle la stimulation différentielle. Quand vous allez stimuler du distal, vous allez avoir une distance dite D1, une distance dite D2, avec une distance D2 qui est longue. Quand vous allez stimuler du proximal, vous allez avoir une inversion avec cette fois-ci une distance D1 qui sera plus longue, mais une distance D2 qui sera plus courte, montrant en fait que cette ligne est bloquée. Et chaque fois que vous stimulez, le premier potentiel bloque et le deuxième dépolarise par la voie rétrograde. Pareil, bloque, dépolarise par la voie rétrograde. Et lorsque vous avez une stimulation proximale, le potentiel distal qui est plus court que en stimulation distale, vous êtes à peu près sûr que vous avez ce qu'on appelle un bloc anti-horaire. Pourquoi un bloc anti-horaire? Parce que quand vous stimulez là, ça bloque dans ce sens, c'est-à-dire dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, et ça dépolarise l'oreillette de façon horaire. Ça bloque en anti-horaire et ça dépolarise de façon horaire. Ça, c'est ce qu'on appelle le bloc anti-horaire. Le bloc anti-horaire, il peut être également démontré lorsque vous avez un cathéter décapolaire ou multipolaire le long de l'oreillette droite et qui couvre aussi bien l'isthme cavo-tricuspide que l'ostium du sinus coronaire. Lorsqu'il n'y a pas de bloc, vous avez cette activation un peu concentrique. Et lorsque le bloc il est complet, vous avez une activation qui est plutôt excentrique, qui montre en fait que la première dépolarisation, quand vous stimulez ici, elle se fait du 19-20, c'est-à-dire là, vers le 1-2, c'est-à-dire comme ça. C'est-à-dire que quand vous stimulez, ça ne passe jamais là, ça fait toujours le tour. Donc, on a parlé de l'arrêt du flûteur, on a démontré le bloc anti-horaire, on peut également démontrer le bloc horaire. Alors, pour démontrer le bloc horaire, c'est simple, vous positionnez votre cathéter d'ablation à l'ostium du sinus coronaire, à peu près. Vous stimulez de l'ostium du sinus coronaire et vous regardez la séquence de dépolarisation atriale. Lorsque vous stimulez de l'ostium du sinus coronaire, si cet isthme est bloqué, la dépolarisation de l'oreillette ne peut pas se faire dans ce sens. Elle se fera forcément dans celui-ci. Et donc, vous allez avoir sur la sonde du cathéter atrial une activité atriale qui sera d'abord proximale, puis distale. Donc, quand vous allez stimuler du sinus coronaire distal, l'oreillette va s'activer de proximal vers distal parce que vous avez bloqué dans ce sens, donc vous avez bloqué dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est pour ça qu'on parle de bloc horaire. Une fois que vous avez validé les doubles potentiels, l'arrêt du flûteur, la réalisation d'un bloc horaire et la réalisation d'un bloc anti-horaire, vous êtes à peu près sûr
que dans 95% des cas, vous avez bloqué votre isthme, avec un taux de succès de procédure rapporté dans la littérature de près de 99% des cas, et on peut avoir 5% de récidive, et on pourra éventuellement discuter des causes des récidives. Un bloc oreille et anti-oreille pendant l'ablation. Plusieurs méthodes de validation des blocs ont été définies. Nous, au CHU Rangueil, on utilise la méthode avec deux cathéters, un cathéter quadripolaire sur la paroi latérale de l'oreillette et le cathéter d'ablation. Cela a fait la preuve de son efficacité dans ce papier qui a été publié par notre chef d'unité, le professeur Moré, en cardiologie en 2008, où il a consécutivement, chez 255 patients, réalisé la confirmation d'un bloc bidirectionnel avec cette méthode. Il n'y a pas eu de récidive particulière supérieure à celle énoncée par la littérature. D'autres écoles utilisent en général 3 cathéters, un dans le sinus coronaire, un sur la paroi latérale de l'oreillette et le cathéter d'ablation, tout en sachant que un cathéter, c'est un coût, donc 3 cathéters, ça fait un coût supplémentaire. Quels sont les résultats de l'ablation du flûteur? Je vous ai dit tout à l'heure que lorsque vous avez un bloc bidirectionnel, en général, vous n'avez que 5% de récidive. Lorsque vous n'avez pas de bloc, vous avez jusqu'à 17 voire 30% de récidive. Et Christian de Chilou a également démontré dans son papier publié dans Europace en 2002, ainsi que le professeur Antoine Dacosta à Saint-Étienne, que lorsque vous observez environ 5, 15, 20, voire 30 minutes, vous réduisez de façon significative votre risque de récidive. Donc, il faut savoir être patient après l'ablation de flûteur, tout comme dans les voies accessoires. Il faut savoir attendre 20, 30 minutes afin de vérifier que votre bloc est bien persistant. Parce que lors d'une ablation, vous pouvez créer de l'œdème, vous pouvez avoir des faux critères de bloc qui vont récupérer 20 à 30 minutes après. Donc, c'est important de laisser les cathéters en place. Notre astuce, non, c'est de laisser les cathéters, aller faire le compte-rendu, revenir après avoir fait le compte-rendu, refaire les critères de bloc pour s'assurer que le bloc bidirectionnel est persistant. Et en ce qui concerne le matériel utilisé pour les ablations des flûteurs isthmiques à votre tricuspide dépendant, initialement, les premières techniques ont été faites avec des cathéters non irrigués de 4 mm. Des papiers ont montré que finalement, des cathéters de 8 mm restent supérieurs, donnent des meilleurs critères d'efficacité, notamment en termes de persistance des blocs bidirectionnels, mais également qu'on pouvait réaliser des ablations avec des cathéters irrigués, notamment pour des isthmes complexes, avec des anatomies incertaines, ou alors pour des patients qui récidivent après une première ablation par un cathéter non irrigué de 8 mm. Pourquoi? Parce que simplement, le cathéter non irrigué de 8 mm, il coûte beaucoup moins cher qu'un cathéter irrigué. Donc, en première intention, on utilise souvent des cathéters non irrigués et on ne sort des cathéters irrigués que vraiment lorsqu'on est contraint de le faire. Il faut savoir qu'il existe des facteurs prédictifs de difficulté d'ablation. Anatomiquement, on a vu que la taille de l'isthme, notamment pour des isthmes supérieurs à 35 mm, pouvait représenter une complexité ainsi que la longueur de l'isthme. Il faut également voir que la taille de l'oreillette droite, notamment chez les patients qui sont porteurs de maladies pulmonaires chroniques avec un retentissement de la pathologie pulmonaire sur l'oreillette droite, pour des patients qui ont des isthmes concaves ou en poche, des patients qui ont une hypertension pulmonaire importante à cause de l'instabilité des cathéters ou des patients qui ont une fuite tricuspidienne sévère. Je vous ai dit tantôt que lorsque l'ablation du flûteur est bien faite, on a en général une efficacité de l'ordre de 99% confirmée par plusieurs séries, mais que cette efficacité dépend en plus de la taille du cathéter, de l'insistance que les opérateurs ont de vérifier l'existence d'un bloc bidirectionnel. Lorsque vous avez le bon cathéter plus le bloc bidirectionnel, vous avez en général plus de 95% de taux de succès. Mais lorsque vous n'avez pas un bon cathéter, vous n'avez pas de bloc, vous avez à peu près 20 à 30% de récidive dans les ablations de flûteurs communs. Qu'en est-il des techniques ablatives versus le traitement antiarythmique? Pendant longtemps, on a traité des flûteurs par des médicaments antiarythmiques et il y a notamment une série il y a 20 ans publiée par Nathalie, collaborateur dans le JACC en 2000, où il avait comparé un peu les ablations
par rapport au traitement antiarythmique tout venant dans la prise en charge du flûteur. Et on a quand même remarqué que on avait quand même au suivi au long cours, 80% de maintien en rythme sinusal chez les patients ablatés, alors qu'il n'y avait que 36% chez les patients sous antiarythmique. Plusieurs autres papiers ont confirmé cette série, ces observations-là, si bien que le traitement par radiofréquence reste quand même aujourd'hui la première intention dans la prise en charge du flûteur atrial. Antoine Dacosta à Saint-Étienne en 2006 a également démontré que, hormis le risque de récidive, vous avez en plus chez les patients traités par antiarythmique au long cours 10% d'effets indésirables sous traitement par amiodarone et que les récidives étaient très précoces. Dès les 30 premiers jours, vous pouviez avoir déjà des récidives et une différence assez significative chez les patients traités par antiarythmique et chez les patients traités par ablation par radiofréquence. Quelles sont les complications possibles? En fait, les complications sont essentiellement liées au rapport anatomique et aux voies d'abord. Alors, les complications, les voies d'abord, lorsque vous faites une ponction veineuse, il y a bien sûr un risque d'hématome. Il y a lié au risque, lié au fait qu'on peut accidentellement ponctionner l'artère fémorale. Et ensuite, on a des complications générales qui peuvent être rapportées.